La première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussais. Nous sommes en 1843, c'est cette année-là que paraît le roman de Nicolas Gogol, Taras Bulba. Du nom de son héros, le livre du poète russe d'origine ukrainienne raconte un épisode imaginaire de la lutte des Cosaques contre les Polonais dans l'Ukraine du XVIIe siècle. Taras Bulba, vieux guerrier intrépide, perd l'aîné de ses fils sous les coups de l'ennemi et tue de ses propres mains le cadet qui est tombé amoureux d'une Polonaise catholique. Gogol écrit: alors, tous les abords des rivières, tous les gués, tous les passages des marais se couvrirent de Cosaques que personne n'eût pu compter, et leurs fiers envoyés purent répondre au sultan qui désirait connaître leur nombre. Qui le sait, chez nous, dans la steppe, à chaque bout de champ, un Cosaque. Alors, quelles sont les racines historiques du peuple ukrainien? Quel rôle ont joué les Cosaques dans la construction de l'identité ukrainienne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. La ville que nous découvrons en remontant le cours du Dniepr, c'est Kiev, la capitale de l'Ukraine. Entre le 9e et le 13e siècle, Kiev, capitale d'un royaume qui s'étend de la mer Noire à la Baltique, tire toute sa richesse et sa puissance du commerce fluvial avec Byzance. La cathédrale Sainte-Sophie, avec son plan en croix et ses mosaïques, est un hommage éblouissant de Kiev à Byzance. Extrait d'un web docu Fenêtre sur le monde, et pour évoquer l'Ukraine des Cosaques, nous sommes avec Pierre Laurin. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Bartilla qui s'intitule L'Ukraine, une histoire entre deux destins. Alors pendant plus de 20 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et son indépendance en 1891, l'Ukraine a été un volcan. Et il est difficile, dites-vous dans votre ouvrage, d'appréhender le pays avec des idées toutes faites sur sa population, sur son territoire. La première question que l'on doit se poser est: dans quelle mesure les Ukrainiens forment-ils un peuple, constituent-ils une nation? C'est ce qui permettrait de comprendre encore aujourd'hui les tiraillements entre l'Est et l'Ouest. Oui, effectivement, c'est ce qui permet de comprendre cette division, mais également, bien entendu, non pas seulement l'histoire des Cosaques, mais toute l'histoire qui a succédé aux Cosaques, et avec notamment les guerres européennes, et ce qui a été très important, c'est le partage de la Pologne. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, les Cosaques sont les constitutifs d'un peuple qui n'a pas une seule forme, qui est multiforme et qui a plusieurs allégeances au fil de l'histoire. Et en particulier, ce qui est très important, c'est que les Cosaques, au départ, ne sont pas un peuple ethnique, c'est un ensemble de personnes dont l'aspiration, c'est la liberté. Ouais. Alors nous allons revenir sur tous ces points avec vous, Pierre Laurin, mais avant cela, on va remonter encore un petit peu plus loin et dire un mot du territoire ukrainien. C'est là que se concentre une partie des terres les plus riches de la planète, donc énormément de convoitises. De la planète, je ne sais pas, mais en tout cas de l'Europe et de cette partie occidentale de l'Asie, certainement. La steppe, c'est-à-dire ces étendues plates qui donnent de très riches récoltes parce que le sol est très riche, c'est le chernosium qui est très riche en humus et qui donc permet d'avoir plusieurs récoltes par an. Les hivers sont rudes, mais à partir du printemps et de l'été, c'est vraiment une profusion de cultures. Le problème de la steppe, c'est qu'elle est plate. Et il y a quelques plateaux, certes, mais l'essentiel est très plat, c'est-à-dire que c'est un boulevard pour les invasions. Alors de quand datent les premiers peuplements de ces territoires? Les premiers peuplement remonte à très loin. On a pu trouver des traces de petites civilisations, entre guillemets. Ce ne sont pas réellement des civilisations, mais ce sont des peuplades qui se sont installées au 3e millénaire, par exemple. Et ça a été, comme je disais,
un boulevard pour les invasions parce que les peuples qui se sont installés là et qui venaient aussi bien de l'ouest que de l'est, mais principalement de l'est, ont été multiples. Il y a eu les Cimériens, les Sarmates, les Scythes, plus près de nous, les Grecs, les Romains. Et à un moment, la civilisation telle que nous la connaissons a commencé à apparaître d'une manière très nette, et ça a été à partir pratiquement du 8e siècle que un pays réellement structuré s'est établi dans ces contrées, et ce pays, curieusement, ce n'était pas du tout un peuple européen, c'était les Khazars qui venaient de l'Est et qui étaient des guerriers, mais des guerriers commerçants. Et le propre des peuples commerçants, c'est d'établir la paix. Et grâce à cette paix, cela a permis à d'autres commerçants guerriers eux aussi, les Vikings, de sillonner toutes les rivières et les fleuves qui allaient de la Baltique à la mer Noire pour faire du commerce, notamment avec Constantinople. Et ces Vikings qui vont commercer également et entrer en contact avec une peuplade qui a pris au fur et à mesure des temps une première place, ce sont les Slaves. Alors, quels sont les résultats de ces rencontres entre les Vikings et les Slaves ? Les Vikings et les Slaves sont là dans tout l'est de l'Europe depuis longtemps, mais simplement c'était des populations qui n'étaient pas guerrières, qui étaient sédentaires, qui vivaient de cueillette, qui vivaient de chasse, qui vivaient également d'agriculture, mais ils étaient généralement dominés par d'autres peuples. Et les Vikings, ces Vikings-là, que l'on appelle Vareg, comme dit l'une des principales chroniques historiques du Moyen-Âge de la Rousse de Kiev, c'est-à-dire de l'ancêtre aussi bien de l'Ukraine que de la Russie, ces Vareg s'installent, donnent une structure à un État qui va s'appeler la Rousse de Kiev, parce que le nom de ces Vareg était les Rousses. Et ces Rousses avaient une caractéristique, c'est que c'était vraiment un peuple de voyageurs, de marchands, de guerriers, parce qu'ils imposent leur volonté, ils imposent leur pouvoir par la force, mais en même temps ils commercent. Et ils commercent fort loin, puisque on les retrouve à Constantinople, on les retrouve, par exemple, en 832, ils sont en Europe occidentale, où ils demandent à l'empereur d'Occident, à l'empereur du Saint-Empire, de passage pour retourner dans leur terre en Russie. Et ces guerriers Vareg, ces Rousses, constituent également une garde de l'empereur de Byzance. Et c'est à partir de ce moment-là que réellement une puissance dans le nord, dans les territoires nord de la mer Noire, émerge et constitue ce qui va donner naissance au fil du temps à la Russie, à l'Ukraine, à l'Empire russe, bien entendu. Alors, avant d'évoquer le rôle des Cosaques, il faut encore parler de la domination polono-lituanienne. C'est une donnée très très importante. Oui, absolument, parce que à l'époque, les empires, les différents royaumes se battent pour gagner des terres. Les terres, évidemment, du nord de la mer Noire sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles sont riches pour l'agriculture, mais également parce qu'elles donnent accès, évidemment, à la mer et au commerce avec Byzance, avec Constantinople. Et l'Empire byzantin est la puissance dominante à cette époque de tout l'est du continent. L'Empire romain d'Occident est mort au 5e siècle et il reste l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire de Constantinople, qui est la principale puissance économique de l'époque. Et donc, ces terres sont riches, ces terres permettent le commerce et elles attirent les convoitises. Elles attirent les convoitises d'un empire, enfin d'un royaume qui s'installe également à cette époque-là, qui est le royaume de Pologne, d'un autre royaume qui est un peu plus à l'ouest, qui est le royaume de Hongrie, et puis surtout d'un État que l'on qualifiera plus tard de grand-duché, qui est la Lituanie, qui émerge au tournant du premier millénaire, et enfin pas plutôt du second millénaire, excusez-moi, à partir de 1100 et quelques, et qui
dominent toute la partie entre la Baltique et pratiquement la mer Noire, en luttant d'un côté contre ce qu'on va appeler par simplification les Russes d'aujourd'hui, enfin les Russes, et de l'autre côté les Polonais. Et il y aura une union de la Pologne et de la Lituanie qui dominera très largement les territoires qui sont aujourd'hui ukrainiens. Et il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que l'on assiste à l'émergence d'une nouvelle force militaire et politique dans la région. Ce sont les Cosaques. On y vient avec vous, Pierre Laurin. Tu te bats bien, Cosaque. Sous quel nom te connaît-on? Taras Bulba, colonel des Cosaques Oumanski. Écoute, Taras Bulba, colonel des Cosaques Oumanski. Sa Majesté est fort satisfaite des résultats de notre alliance. Au point qu'elle a décidé de vous faire l'honneur d'incorporer tous les Cosaques dans l'armée impériale polonaise. Tiens, regarde cette mèche. Elle signifie que tu parles à un Zaporog, la confrérie des Cosaques. Des hommes libres. Nous avons combattu avec toi pour chasser l'ennemi turc. Parce qu'ici, c'est notre terre. Garde tes honneurs polonais, ramène-les en Pologne. Un jour dans l'histoire. Sur la première. Voilà, extrait du film de John Lee Thompson avec Yul Brynner, Taras Bulba. Alors vous le disiez tout à l'heure, Pierre Laurin, Cosaque, c'est un terme qui renvoie plus à une catégorie d'individus qu'à une ethnie, et c'est un peuple qui jalouse sa liberté. C'est un problème, cette liberté, pour les autorités polonaises précisément à l'époque. Oui, pour les autorités polonaises également, beaucoup moins pour les autorités russes, parce que à l'époque, les Cosaques, en fait, ce sont des soldats en rupture de banc, ce sont des mercenaires, ce sont des aventuriers qui vivaient très mal le fait d'être incorporés dans des États qui n'étaient pas d'accord avec leurs autorités ou qui voulaient simplement une vie de liberté et qui se réunissaient dans des endroits au sein de la steppe que l'on appelait les Sich. Et les Sich, c'était des communautés dont la plus importante était la Sich Zaporog, qui se trouvait, c'est-à-dire au-delà, Zaporozhye, ça signifie au-delà des rapides, dans le cours inférieur du Dniepr. Mais il y avait également des Cosaques qui se trouvaient sur le cours du Don. C'est les Cosaques, les fameux Cosaques du Don. Et il y avait d'autres Cosaques dans le Caucase, par exemple les Caucases du Terek, qui ont été importés par la suite. Mais ces Cosaques du Don étaient sujets du tsar. C'est un peu plus compliqué que ça, mais disons, ils étaient sujets du tsar et ils avaient prêté allégeance au tsar. Les Cosaques Zaporog, eux, n'avaient prêté allégeance à personne. Mais il y avait plus au nord, sur le cours du Dniepr, à Kiev, etc., d'autres Cosaques qui, eux, étaient sujets du roi de Pologne. Et ces sujets du roi de Pologne étaient ce qu'on appelle les Cosaques enregistrés. Et il y avait une lutte traditionnelle entre les Cosaques enregistrés et les Cosaques Zaporog. Les uns, les enregistrés, parce qu'ils voulaient étendre la domination polonaise sur la Sich. Pour les Zaporog, ils ne voulaient surtout pas cela, et au contraire, ils voulaient embrigader les Cosaques enregistrés dans leur combat à eux. Mais c'était une période très troublée, et la lutte entre les Cosaques Zaporog et les Cosaques enregistrés a trouvé un semblant de solution au milieu du XVIIe siècle, avec un Cosaque qui était un chef, un noble Cosaque qui s'appelait Khmelnytsky, et Khmelnytsky était enregistré, mais il luttait pour obtenir les prérogatives qui lui revenaient et que les nobles polonais lui avaient prises. Sa volonté, c'est de créer un État cosaque à Khmelnytsky. Oui, Khmelnytsky cherche à créer un État cosaque, mais allié à la Pologne. C'est un sujet du roi de Pologne, ce n'est pas un cosaque de la Sich. Simplement, la Pologne à l'époque était un pays très particulier parce que c'était une république monarchique. C'est-à-dire que les nobles élisaient leur roi, mais c'était les nobles qui avaient réellement le pouvoir. Le roi avait un pouvoir très limité. Et lorsque les Cosaques négociaient avec le roi, ils pouvaient être pratiquement sûrs que les nobles allaient faire capoter les négociations ou revenir sur les promesses qui avaient été données.
Et c'est ce qui se passait à cette époque. Khmelnytsky se retrouve dans une situation très difficile pour lui et très douloureuse pour les Cosaques parce que la domination polonaise devient de plus en plus lourde, que leurs terres leur sont volées pratiquement. Et donc Khmelnytsky est obligé de chercher une alliance avec les Cosaques Zaporog. Or, cette alliance, par la force des choses, il le conduit à renier ses liens avec la Pologne et donc à devenir réellement ce que l'on pourrait considérer comme un futur chef d'État d'un pays indépendant. Ouais. Peut-être. Le problème, c'est que l'indépendance à ce moment-là, elle ne pouvait être garantie que par les autres puissances. Lesquelles ? C'est ça le problème. Ouais. La Pologne, non, puisque c'était l'ennemi. Alors, il restait les Turcs, mais les Turcs, c'est les musulmans. Il restait la Russie. Et c'est avec la Russie que Khmelnytsky s'allie. Alors, est-ce on peut parler véritablement d'un État cosaque, un État structuré avec des institutions qui fonctionnent, une administration officielle ? Non, on ne peut pas parler de cela. C'est un proto-État, c'est quelque chose, c'est un État embryonnaire. Certes, il y a un semblant d'administration, mais le problème, c'est que les Zaporogues sont complètement hostiles à toute forme de contrainte, y compris contraintes administratives. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont gouvernés par une assemblée qui élit un hetman, et le hetman, c'est le chef, mais il y a également une autre assemblée qui représente les soldats du rang. D'un côté, l'Assemblée des officiers qui élit le chef, et de l'autre côté, les soldats du rang qui peut revenir sur les décisions de l'autre Assemblée. Donc, en fait, c'est une sorte d'anarchie permanente. Avec des tensions également religieuses au sein de cet ensemble ? Ah oui, les tensions religieuses, c'est, je crois, ce qui est l'élément déterminant à cette époque. Ouais. Ce qui est très caractéristique, c'est que lorsque Nicolas Gogol écrit Taras Bulba, il montre en fait des Cosaques Zaporogues qui sont orthodoxes et qui luttent contre les Polonais catholiques, mais également contre tous les autres Cosaques éventuels ou d'autres peuples de la région qui ne sont pas orthodoxes. Et cela les rapproche de la Russie, puisque la Russie est la puissance orthodoxe de l'époque. Et à partir du moment où la guerre de religion se double d'une guerre pour les territoires, pour les légitimités des allégeances et autres, on arrive à ce partage avec d'un côté la Pologne catholique et puis d'autres orthodoxes, mais qui ont adopté à la suite d'événements historiques, l'union avec la papauté, qui sont devenus catholiques de rite grec, de rite oriental. Mais ce ne sont pas des orthodoxes. Et de l'autre côté, bien entendu, les orthodoxes purs et durs, qui dépendent de ce qui devient à peu près vers la même époque le patriarcat de Moscou, et qui se trouvent de cœur très proches des Russes. L'Ukraine, c'est un destin, on l'a compris, extrêmement complexe, une histoire entre deux destins. C'est votre ouvrage, Pierre Laurin. On poursuit sur la route donc de cette destinée hors du commun. – 13h15, 14h30, Laurent Dehaussé sur la première. Voilà un extrait de l'hymne ukrainien. Alors, on l'a dit, on l'a compris, Pierre Laurin, Bogdan Khmelnytsky tente à partir de 1648 de créer une sorte d'État cosaque par l'union des territoires cosaques. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'à la fin du XVIIe siècle, sous la protection précisément de la Russie, cet État prend un semblant d'existence ? L'État prend un semblant d'existence, certes, mais en tant que province russe d'un côté et en tant que province polonaise de l'autre, sans compter des provinces qui sont dominées par les Ottomans
au sud. Et donc, c'est un État qui pourrait éventuellement exister, mais dont les origines sont tellement disparates qu'il est très difficile de dire, voilà, c'est à cette époque-là qu'un véritable État ukrainien est né. En fait, la véritable Ukraine s'est constituée sur la partie russe de cet ensemble, parce que c'est là que la légitimité de Khmelnytsky se trouvait. Les provinces polonaises, que l'on appelait ukrainiennes, étaient polonisées, c'est-à-dire que on ne permettait pas l'émergence réelle d'une identité qui pouvait être une identité ukrainienne cosaque. Du côté russe, c'était un peu plus facile, justement, parce que les prérogatives de la Sich étaient respectées, plus ou moins, mais généralement respectées, et ce n'était que lorsque les Cosaques reniaient leurs allégeances et ne respectaient pas les traités qui avaient été conclus, et que parfois ils dénonçaient, mais pour les tsars de Russie, c'était ce qui avait été signé, était parole d'évangile et devait être respecté. Et à ces moments-là, lorsqu'il y avait des changements d'allégeance, par exemple avec un autre Cosaque célèbre, qui est Mazepa. Mazepa rompt l'alliance des Cosaques avec le tsar, en l'occurrence Pierre le Grand, et le tsar n'hésite pas à dévaster la Sich en punition. Et il ainsi s'établit peu à peu un contrôle très sévère, très sérieux de la Sich, des organisations cosaques par le pouvoir de Moscou. Et de l'autre côté, évidemment, la Pologne a dominé complètement ce qu'on appelle les provinces ukrainiennes, les voïvodies ukrainiennes, qui n'ont pratiquement plus aucune forme ni de culture, ni d'autonomie quelconque. Avec un autre acteur aussi qui est important dans ce vaste jeu géopolitique, c'est le rôle de la Suède. Oui, la Suède a joué un rôle très important, mais indirectement, parce que la Suède était la puissance hégémonique du nord de l'Europe et qu'elle faisait la guerre là où ça l'intéressait, en particulier contre la Pologne. Certains des rois de Pologne ont été installés sur le trône par les Suédois, et en même temps, la Suède lutte contre la Russie. À l'époque, c'est la Grande Guerre du Nord, à l'époque de Pierre Ier, et le roi de Suède a la mauvaise idée de chercher à occuper Moscou. Et donc il lance une grande offensive contre Moscou, il part avec 700 000 hommes, il échoue, ses troupes sont décimées par la maladie, par la faim, et finalement c'est Pierre Ier qui, dans un mouvement de revers, parvient à battre complètement les armées du roi de Suède dans une célèbre bataille qui est la bataille de Poltava, et là c'est vraiment la naissance d'une nouvelle puissance européenne qui s'appelle la Russie. La Russie devient réellement un acteur dominant de la politique européenne au XVIIIe siècle. Alors tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, vous le disiez Pierre Laurin, la Russie est l'un des acteurs majeurs de la politique européenne. Quel rôle joue l'Ukraine dans ce jeu-là? C'est ce que l'on va voir avec vous. L'Ukraine a désormais son église indépendante et reconnue comme telle. Lors d'une cérémonie en présence du président ukrainien Petro Porochenko, le patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomé a signé ce samedi à Istanbul un décret garantissant l'indépendance de l'église ukrainienne. Gloire à Dieu, car sans sa volonté, ça n'aurait pas été possible. Le président ukrainien a comparé cette reconnaissance de l'Église au référendum de l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Ce schisme religieux a tout d'un instrument politique pour Kiev, alors que les relations avec la Russie n'ont fait qu'empirer depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Un jour dans l'histoire, sur la première. Voilà, reportage d'Euronews ici sur toujours cette question importante de la religion. Alors, la Russie, tout au long des 18e, 19e siècle et un peu avant
participation aussi à coloniser de vastes territoires peu peuplés. Vers la fin du XVIIe, Pierre Laurin, lorsqu'elle a atteint les rives du fleuve Amour en Extrême-Orient, elle s'est heurtée à un autre empire, la Chine, qui n'entend pas évidemment perdre son hégémonie. Quel rôle les Cosaques, l'Ukraine, vont-ils jouer dans les rapports entre ces deux puissances ? Les Cosaques jouent un rôle qui est assez important parce que une grande partie de la colonisation de la Sibérie a été faite par les Cosaques. Mais attention, ce ne sont pas les Cosaques Zaporogues, ce ne sont pas les Cosaques du Dniepr, ce sont les Cosaques russes, les Cosaques du Don, qui avaient fait allégeance depuis très longtemps au Tsar. Donc, ce sont les Cosaques du Tsar qui colonisent pratiquement la totalité de la Sibérie occidentale actuelle et une grande partie de la Sibérie orientale. À tel point que les principaux points les centres de peuplement, les forts en Sibérie sont tenus par des Cosaques. Et lorsque la Russie et la Chine se rencontrent, la Chine est une puissance déclinante. Mais en revanche, la Russie, elle ne peut pas envoyer des troupes facilement parce que les distances sont énormes. Jusque là-bas, jusqu'à la frontière chinoise, depuis la Russie occidentale, la Russie d'Europe. Donc, même si la Chine n'est pas une puissance très importante, elle a l'avantage du nombre, l'avantage de la proximité, et donc les Russes ne peuvent pas lutter. Et donc les Cosaques se trouvent à un certain moment pris entre deux réalités. La première réalité, c'est lorsque certains territoires qu'ils avaient conquis sont rendus à la Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là, ou ils s'installent et ils deviennent sujets du Fils du ciel, de l'empereur chinois. Et c'est ainsi qu'il y a, pendant une longue période, une garde cosaque de l'empereur de Chine. Et les descendants de cette garde cosaque de l'empereur de Chine existent toujours et sont toujours répertoriés comme tels dans l'administration de la Chine actuelle, c'est-à-dire de la République populaire. Donc nous avons des Cosaques chinois. Ouais. Alors entre 1756 et 1763, la guerre de 7 ans ravage l'Europe. Après cette guerre, la Prusse et l'Autriche sont inquiètes des succès militaires de la Russie dans sa campagne contre l'Empire ottoman. Est-ce que l'Ukraine est un enjeu pour la Prusse et pour l'Autriche ? Oui, l'enjeu est grand. L'enjeu est grand parce que, je le répète, ce sont des territoires riches. Ce sont des territoires qui donnent sa richesse d'une certaine manière à la Russie. Donc, aussi bien pour la Prusse, qui vient de naître à partir du Brandebourg, que pour l'Autriche, qui est une puissance considérable à l'époque, eh bien, les territoires ukrainiens sont utiles parce que c'est une partie est polonaise, une partie est russe, mais l'autre partie est ottomane. Or, si les Russes remportent la guerre contre les Ottomans, ce qui semble inévitable, eh bien, ces territoires vont se trouver inévitablement sous la domination russe, ce qui augmentera encore la puissance russe. La solution, c'est déclarer la guerre à la Russie. Mais ni la Prusse ni l'Autriche ne sont réellement en position pour se lancer dans cette aventure, surtout après la guerre de 7 ans. Donc, ils temporisent, mais ils sont prêts à aller à la guerre si la situation ne change pas. Et c'est là que une solution naît, en grande partie poussée par Catherine II de Russie, mais également par le roi de Prusse, qui considère que il n'est pas prêt à se lancer dans une aventure guerrière. Et la solution, c'est le partage de la Pologne. C'est la Pologne qui va véritablement faire les frais de ces rivalités. Absolument. À partir du moment où la Pologne cède des territoires dans le sud, c'est-à-dire ces territoires, ces anciens territoires cosaques, les voïvodies ukrainiennes qu'on appelle, il les cède aussi bien à l'Autriche qu'à la Russie. Il cède certains territoires du nord à la Prusse, en particulier une partie de la Prusse orientale, enfin, également une partie de la Poméranie. Les solutions entre les trois grandes puissances s'arrangent parce qu'ils ont du grain à moudre. Simplement, il faut compter également avec la volonté polonaise de récupérer des territoires, de recouvrer son État et d'une certaine manière son indépendance qui est mise à mal par le
jeu des puissances. Et donc, un deuxième partage de la Pologne intervient, mais cette fois, ils ne sont plus 3, mais 2, et un troisième dans la foulée qui démantèle complètement la Pologne et qui donne, et ça c'est très important, qui donne un grand territoire ukrainien actuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Galicie, à l'Autriche. Alors, à partir Et le reste de l'Ukraine revient à la Russie, c'est-à-dire que la Russie se retrouve avec des provinces, ce qui constitue pratiquement le cœur de l'Ukraine actuelle. Alors, à partir de quel moment, Pierre Laurin, peut-on parler de l'éclosion d'un nationalisme ukrainien ? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où la Galicie est occupée et devient une partie de l'Empire autrichien sous le nom de royaume de Galicie et de Lodomorie. Là, elle est sujette aux lois autrichiennes. Et les lois autrichiennes sont très douces avec les différents peuples qui composent l'Empire. C'est-à-dire que l'Empire est très fort pour instaurer une domination politique, à centraliser, mais en même temps, il donne aux différents peuples la possibilité de développer une culture, d'enrichir leur langue, d'avoir une langue, et c'est là que l'ukrainien, qui jusque-là était un dialecte, devient une véritable langue, que des grammariens dans la capitale de la Galicie, qui est Lvov, se prennent à établir des règles. Et dans la partie russe de l'Ukraine, eh bien, il y a un passage continu d'intellectuels et ces règles grammaticales, cette langue devient également la propriété des Ukrainiens de Russie. Alors la route vers l'indépendance est encore longue, pour la suivre, il faudra se plonger dans votre ouvrage, Pierre Laurin, mais au début des pages qui lui sont consacrées, vous évoquez la nation russe contre le nationalisme ukrainien. Aujourd'hui encore, c'est la donnée essentielle pour comprendre ce qui est en jeu. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire à l'époque, la politique, en particulier à partir des révolutions de 1848, qui secouent tous les peuples, tous les pays européens, notamment en particulier, bien entendu, l'Empire autrichien, qui est obligé de céder du lest aux revendications des Hongrois, d'autres peuples. Et à partir de 1867, cet empire austro-hongrois devient la double monarchie. Et dans la double monarchie, ce qui est très intéressant, c'est que les droits politiques des différents peuples sont reconnus. Et là, il y a en Galicie un parlement galicien, qui est à moitié dominé par les Polonais, puisque la Galicie a longtemps été sous domination polonaise, et donc les Ukrainiens ne sont pas seuls. Mais les Ukrainiens ont leur mot à dire. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, dans l'Ukraine russienne, parce que l'Ukraine russienne, elle, le tsar pratique une politique qui est à peu près la même que celle que pratiquait l'État français à la même époque. C'est-à-dire, on crée un peuple unique, français en France, mais russien en Russie. Non pas russe, parce que russe, c'est les Russes ethniques, et russien, c'est tout ce qui concerne l'Empire russe. Donc un peuple russien, il sera formé de 3 ethnies, les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Les Ukrainiens à l'époque sont considérés comme des petits Russiens ou des petits Russes. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement le fait qu'à un certain moment, la Grande Rousse était composée de beaucoup de métropolies orthodoxes, alors que la petite Rousse possédait beaucoup moins de métropolies orthodoxes. Donc les petits Rousses, en fait, sont destinés à devenir, au sein de l'Empire russe, la même chose que les Alsaciens ou les Provençaux dans le cadre de l'État français, c'est-à-dire des Roussiens assimilés. Et ce n'est pas du tout évidemment la même chose de l'autre côté, en Galicie, et c'est là que réellement commence la lutte nationale, la lutte entre la constitution d'un État russien, et en Ukraine, bien entendu, et la lutte pour le nationalisme et l'indépendance. Voilà, on se replongera donc dans votre ouvrage passionnant, Pierre Laurin, l'Ukraine, une histoire entre 2 destins. C'est paru chez Bartia. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Pierre Laurin. Merci à vous.